Et c'est une des opérations les plus anciennes, donc les mieux connues. Et c'est justement à propos des résultats à long terme que Jean-Luc Bouillot va intervenir. Et il sera suivi ensuite de François Patou. Donc, merci de me donner la parole. Je vais donc vous parler des résultats à long terme du bypass. Je vais vous parler des résultats à long terme du bypass gastrique, sachant que la chirurgie est le seul traitement ayant prouvé une efficacité sur l'obésité. Donc on a à notre disposition 5 interventions et nous pensons que le bypass fait partie de ces bonnes interventions. Ça fait plus de 40 ans que ce bypass a existé, Mason et Ito, 67. Et depuis ces 40 ans, il y a eu beaucoup de modifications. L'agrafage mécanique, le montage avec une anse en Y pour éviter le reflux bilieux, et bien sûr la laparoscopie, il y a de ça maintenant plus de 15 ans. Voilà le montage que nous réalisons. 30 à 40 cm de langue duodéno-jejunale, on isole l'anse en Y, qui passe après ça à travers le mésocolon en arrière de l'estomac. On fait une toute petite poche gastrique là-haut de 30 cc, et l'anastomose gastro-jejunale est faite à la pince circulaire de diamètre 25. Alors il y a de nombreuses variantes. Nous, c'est ce qu'on utilise de façon régulière et quotidienne, avec un contrôle TOGD. Vous voyez qu'il y a une petite poche qui est même un petit peu grosse, c'est une radio ancienne. On fait maintenant des poches beaucoup plus petites que ça. Quelle est notre expérience? Alors, je suis un chirurgien qui a un peu bougé. Donc, nous avons commencé en 2001. Ça fait une dizaine d'années que nous faisons cette intervention. Et donc, avec, vous voyez, une progression constante du nombre de bypass réalisés, puisque nous avons opéré, là maintenant, un peu plus de 800 patients. Majorité de femmes, 42 ans d'âge moyen. Vous voyez qu'on a opéré des personnes d'un certain âge, 69 ans, qu'on opère des adolescents, même des préadolescents, de 14 ans, notre chiffre minimum. 133 kg de moyenne, IMC 48, ce qui est un peu plus que la moyenne. Et avec des patients qui sont vraiment porteurs de comorbidité, puisque vous voyez qu'il y a plus de 60% qui ont des problèmes rhumatologiques, la moitié qui ont des syndromes d'apnée du sommeil, ce qui n'est pas négligeable et souvent négligé, l'hypertension, plus d'un tiers qui sont diabétiques, etc. Alors les résultats, puisque c'est ce qu'on m'a demandé de traiter, c'est quels résultats? Il y a plein de façons d'exposer ces résultats. Il y a les pertes de poids brutes en kilos, il y a le PEP qui est très utilisé par les chirurgiens, c'est le pourcentage de perte d'excès de poids, et on sert là des critères de Raynaud. Mais les médecins, les nutritionnistes souvent préfèrent qu'on utilise le pourcentage de perte de poids par rapport au poids initial. Et puis il y a l'IMC. Je n'aurai pas le temps d'intervenir sur la qualité de vie, le coût et tout ça. Donc sur les 700 patients que nous avons opérés avec un suivi supérieur à 6 mois, voilà ce qu'on observe comme courbe d'IMC. On part de 48 de notre point de départ. Et au bout de 2 ans, qui est le poids minimum, ou l'IMC minimum, on arrive à 32,5. Avec, vous voyez, sur le suivi, là, sur 7 ans de suivi, on a une petite remontée avec le temps, mais ça reste relativement stable. On peut exprimer ça avec la PEP. Et donc là aussi, à la 2e année, la perte de poids est maximum. Et on obtient, vous voyez, 60%. Le 50%, les flèches jaunes, témoignant de ce qui est considéré comme un succès lorsqu'on fait de la chirurgie de l'obésité. Alors ces résultats, ils sont un peu fonction de l'IMC. Donc on a individualiser les patients qui ont un IMC à moins de 50 versus ceux qui ont plus de 50. Vous voyez qu'en courbe rouge, ce sont les plus maigres ou les moins gros, comme vous voudrez. Et vous voyez qu'on gagne 10 points de PEP lorsqu'on opère des gens qui ne sont pas trop obèses. Et donc l'obésité très sévère est quand même assez résistante à la chirurgie bariatrique. Même chose avec des IMC 60, ce qu'on regarde. Et donc on trouve que vraiment la différence est moins de 50 et plus de 50. Les résultats ils peuvent être exprimés sur une autre façon de faire, sur les critères de Raynaud, c'est combien il y a de patients qui sont satisfaits des résultats. Et donc, on regarde les patients qui ont une perte d'excès de poids inférieure à 25, c'est en noir tout là-haut, ça ce sont des échecs. Ceux qui ont entre 25 et 50, c'est des résultats qu'on pourrait dire tout à fait moyens. Et les succès ou les très grands succès sont considérés des PEP supérieurs à 50. Donc ce sont les 2 colonnes du bas, le bleu ou le bleu et le gris. Et vous voyez que avec ce bypass, on obtient 70% de patients qui ont des bons résultats ou des très bons résultats.
En fonction de l'IMC, la même chose. On se rend compte que lorsque l'IMC est inférieur à 50, on a des bien meilleurs résultats que lorsque l'IMC est supérieur à 50. Il faut regarder la deuxième colonne à 12 mois. À IMC à moins de 50, on a plus de 75% des patients qui sont très satisfaits, alors qu'à l'IMC plus de 50, ce chiffre tombe à la moitié des patients qui ont un IMC supérieur à 50 ont un très bon résultat ou un bon résultat après le bypass. À la question qui a été soulevée tout à l'heure, est-ce qu'on a les mêmes résultats lorsqu'on a eu une gastroplastie précédemment, puisqu'on opère maintenant plein de patients qui ont eu un anneau dans un premier temps. On se rend compte que sur la PEP, en rouge, c'est les bypass de première intention, en vert, sont des bypass après échec d'un anneau. On se rend compte que la perte d'excès de poids est inférieure lorsque les patients ont eu un anneau. Mais en fait, lorsqu'on regarde le résultat réel, on se rend compte que les patients qui ont eu un anneau sont opérés avec un poids un peu plus faible, parce qu'il y a encore l'anneau qui joue un rôle régulateur, et qu'à 6 mois ou à 1 an, on a à peu près les mêmes résultats, qu'on ait eu un anneau précédemment ou pas. Je pensais qu'on avait des résultats moins bons, comme le disait tout à l'heure notre collègue Kadi, mais en fait, je trouve qu'on a à peu près les mêmes résultats. En fait, on opère souvent les patients à la fois pour le poids, mais aussi pour les comorbidités. Et nos résultats sur les patients qui ont été suivis à plus de 1 an, vous voyez que les problèmes rhumatologiques, l'apnée du sommeil, l'hypertension, le diabète, dyslipidémie, les 5 comorbidités les plus fréquentes, vous voyez qu'on a 90% de ces patients pour lesquels cette comorbidité est soit résolue, je n'utilise pas le terme guéri, ce que j'avais tendance à faire précédemment, et on m'a dit que c'était un terme impropre, mais résolue ou améliorée, et que c'est extrêmement rare que les comorbidités soient aggravées. Alors ce bypass, quand on voit tout ça, on se dit c'est bien, c'est une bonne intervention. Malgré tout, il y a des complications à distance. Je ne parle pas du post-opératoire immédiat. Les complications médicales, il y a des carences, il y a des problèmes psychologiques lourds qui doivent être gérés, et il y a des problèmes de la glycorégulation qui sont un vrai problème dans les suites du bypass. Je laissais parler François Patou sur le sujet qui est sans doute beaucoup plus, pas sans doute, certainement beaucoup plus compétent que moi. Et puis il y a des complications chirurgicales que je vais aborder rapidement. Ces complications chirurgicales, c'est la lithiase biliaire. Vous savez que le risque et l'incidence est augmenté chez l'obèse et augmenté lorsqu'on maigrit rapidement. Quand on maigrit plus de 2 kg par semaine, on risque de faire des calculs. Donc nous avons fait, vous voyez, 112 cholecystectomies en même temps que le bypass parce qu'il y avait une lithiase vésiculaire. Et on a eu 30 patients au décours du bypass qui ont eu une lithiase vésiculaire nécessitant une opération, avec un cas de lithiase de la voie biliaire principale, qu'on a essayé de traiter par les endoscopies par voie rétrograde double ballon, et finalement on l'a opéré sous cellulose de sa lithiase de la voie biliaire principale. La gestion, c'est quoi? On détecte la lithiase en pré-op. S'il y a des calculs, on enlève la vésicule. On ne fait pas de cholecystectomie prophylactique, et dans tous les cas, on leur donne de l'ursolvant ou de délursant 4 à 6 mois en post-opératoire pour essayer de diminuer ce risque. Deuxième problème chirurgical, les ulcères. Ils surviennent surtout à distance. Vous voyez, on en a 3%. Ça correspond tout à fait au chiffre de la littérature. Un seul cas qui s'est manifesté par une hémorragie digestive à 2e année post-opératoire, gravissime, qu'on a été obligé d'opérer en urgence avec les endoscopistes en même temps pour essayer de repérer d'où ça saignait de l'ulcère. Et puis on a réopéré 5 cas, 2 fois parce qu'on trouvait que la poche était un peu trop large et on a resséqué la poche pour diminuer la sécrétion d'acide. Et puis 2 fois, on avait des doutes sur est-ce que c'était pas malin, et on a donc resséqué la poche et fait une anastomose de zone jéjunale. Dans tous les cas, on détecte Helicobacter pylori, on l'éradique, et si on n'arrive pas à l'éradiquer, c'est pour nous une contre-indication du bypass. On met 1 ou 2 mois d'IPP en post-op, et lorsque les patients ont une symptomatologie douloureuse à distance, on leur fait une fibro de contrôle. Et la troisième complication, qui est de loin la plus ennuyeuse et la plus dangereuse, ce sont les problèmes occlusifs. Je ne vous parle pas des problèmes occlusifs post-opératoires immédiats, qui sont souvent liés à des problèmes chirurgico-techniques. Je vous les passe, on en a eu un certain nombre au début d'expérience qui sont maintenant bien améliorés. Mais il y a des complications tardives. La plus connue est la hernie interne, à travers les brèches du mésocolon, du mésentère. Comment gérer tout ça? Il faut bien fermer les brèches, mais pas trop bien les fermer d'ailleurs, parce que nous les fermions trop bien au début et on a eu des sutures sous tension sur ces brèches qui se sont déchirées. Nous avons changé notre technique récemment en faisant passer l'anse alimentaire à droite de l'anse biliopancréatique. Et depuis que nous avons fait cette façon de faire, nous avons considérablement diminué notre risque d'incident de hernie interne. Et surtout, lorsque les patients porteurs d'un bypass ont un syndrome douloureux abdominal aigu, il est très difficile de faire le diagnostic de hernie interne. Il faut donc avoir la laparoscopie extrêmement facile. 4 patients sont décédés au cours du suivi, 2 fois d'entérocolite nécrosante. Un patient était alcoolique et pour nous portant une contre-indication au bypass.
Et puis, on a eu un décès brutal qu'on n'a pas expliqué. Lorsqu'on compare nos résultats à la littérature, je vous ai pris une série ancienne déjà de 2004, mais rien n'a changé depuis. Nous sommes tout à fait, des chiffres tout à fait similaires à ceci. Même chose sur ce New England avec la perte de poids, vous voyez, à 2 ans, qui est minimum et qui remonte un peu. Et sur les comorbidités, vous voyez, 90% de guérison, d'amélioration des comorbidités. Nous sommes tout à fait dans la ligne de la littérature, ce qui est toujours rassurant sur notre façon de faire. Finalement, les avantages, c'est quoi du bypass? C'est physiologique, pas de corps étranger. Ça agit par plusieurs mécanismes qui ne sont pas tous connus. Hein. Le mécanisme hormonal, notamment, est un peu compliqué à comprendre. On sait ce qu'on obtient avec un bypass, 60% sur la PEP, 90% sur les comorbidités. La qualité de vie est excellente. On peut juger ou non de la réversibilité, mais techniquement, c'est facile. Et on a un long recul, hein, puisque plus de 40 ans. Il y a malgré tout quelques inconvénients. Le risque opératoire, j'en ai pas parlé aujourd'hui. Il y a des carences à long terme obligeant à une substitution vitaminique et à un suivi absolument primordial une fois par an. L'estomac est exclu, et donc, qu'est-ce qui se passe s'il y a des soucis à ce niveau-là? Lorsque Helicobacter pylori est éradiqué, on ne craint pas grand-chose. Par contre, chez les super-obèses, l'efficacité est moyenne. Et puis, il y a quelques complications chirurgicales, potentiellement graves à long terme, qui posent quelques soucis. Et puis surtout, une fois qu'on a fait un bypass, et si ça ne marche pas ou les patients reprennent du poids, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, c'est toute la notion de la chirurgie en plusieurs étapes chez l'obèse. Finalement, nos indications, c'est devenu quoi? Nous faisions 100% d'anneaux en 2000. On a mis un anneau en 2010. Nous avons commencé le bypass en 2001. Nous faisions, vous voyez, 90% en 2010. Et en 2011, on fait 70% de bypass, 20% de sleeve, 3% d'anneaux. Il est vraisemblable que nous allons augmenter un peu la sleeve dans le temps. Et donc, il y a 5 ans, j'étais venu parler ici du bypass avec une expérience préliminaire. Et je disais que le bypass était le gold standard. Je dirais maintenant que c'est pour nous l'intervention de base. Je suis un tout petit peu revenu, un tout petit peu en arrière. Parce qu'il y a quelques complications à long terme et que c'est insuffisant chez les super-obèses. Et surtout, lorsqu'on suit les patients, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de patients qui ont des soucis, des dumpings tardifs et des choses compliquées à gérer que les médecins et les endocrinos et les diabétologues ne comprennent pas toujours. La place de la sleeve reste à préciser, mais nous avons l'impression que c'est un peu moins efficace que le bypass. Et puis, j'ai la chance de travailler avec 2 équipes de nutrition tout à fait compétentes, sympathiques, et rien n'est possible sans cette concertation médico-chirurgicale. Je vous remercie. Merci. Merci Jean-Luc. Donc, je donne maintenant la parole à François Patou, qui va argumenter. Il a déjà dit beaucoup de choses. Mais je suis sûr que François Patou... Je vais d'abord souligner le rôle prépondérant qu'a joué Jean-Luc Bouillot, parce qu'il est gentil tout à l'heure, mais il est vrai que c'est un des premiers chirurgiens, un de nos collègues, chirurgien orthodoxe, digestif orthodoxe, qui a accepté de se lancer dans cette chirurgie nouvelle. Et je crois qu'avec Jean-Pierre Marmus, ça a vraiment été les premiers qui ont donné, notamment gastric bypass, c'est lettre de noblesse en France, donc cet apport doit être souligné ici. Donc je me permettrai de faire quelques commentaires de mise en perspective de ce qui a été présenté de façon très exhaustive, et je le fais simplement parce que vous savez que je suis assis sur les épaules de Monsieur Proy, ce qui donne un petit recul puisqu'il avait commencé ça il y a très très longtemps, donc plus de 30 ans, et avec ce qu'il m'a enseigné et ce qui a continué d'être suivi dans le service me donne quelques réflexions à plus long terme. Alors, moi, ça s'appelait « Résultats au long cours du gastric bypass », ça fait 3 mots, et 3 mots que j'aimerais commenter avec vous. D'abord, les résultats. On a un problème majeur dans cette discipline, qui est un problème de métrologie. C'est assez fréquent en science. La métrologie, c'est la base de toute science, et mesurer nos résultats est très difficile, parce qu'on a ici parlé de perte de poids, de kilos, de pourcents de perte de poids, c'est assez éthéré comme mesure, et on est très loin de résultats cliniques, de résultats patents, c'est-à-dire des vrais résultats qu'un patient est en droit d'attendre. Amélioration de la survie, bien sûr, on la touche avec des études indirectes, mais c'est très loin. Et puis aussi, diminution des complications. Guérir le diabète ou même rémission du diabète, c'est de la glycémie, c'est moins de médicaments, mais ils n'ont pas d'insuline, mais ils ont de l'ursolvant, ils ont des vitamines à la place. Donc tout ça est quand même un petit peu à mettre avec un peu de modération, je pense, et qu'on a besoin d'une métrologie plus solide, que ce soit pour la perte de poids ou pour les complications cliniques. Et c'est un élément, à mon avis, essentiel du futur de la chirurgie bariatrique, que d'être assis sur des résultats qui sont plus solides qu'aujourd'hui. Ça va prendre du temps, mais il faut des études bien faites avec des critères de jugement cliniques.
toute la diabétologie s'est heurtée à ce problème et a failli s'arrêter avec les médicaments qui se sont arrêtés brutalement l'année dernière à cause de ces problèmes. Le second point, c'est le long cours, résultat au long cours. Donc le long cours, c'est pas 1 an ou 2. Et si on s'arrêtait là, 1 an ou 2, vous diriez que la chirurgie est le traitement idéal du cancer du pancréas exocrine. Et ça ressemble, après 1 an, après l'intervention. Reprenez les mêmes courbes 5 ans plus tard, et on voit bien que la chirurgie n'est pas la solution du traitement du cancer du pancréas exocrine. Elle y aide, elle participe à. Et donc là, une fois encore, 1 an, c'est presque négligeable dans la vie d'un obèse sévère, qui sont des patients qui sont en bonne santé. Et donc 1 an, 2 ans, même 5 ans commence à être un bout de vie mesurable et significatif, mais pas bien avant. Et donc tous les résultats, malheureusement, de ces interventions, plus de 40 interventions différentes, vous en verrez 3 aujourd'hui, 40 interventions au moins ont été décrites, ce qui dit bien qu'aucune d'entre elles n'est parfaite et que beaucoup sont encore à venir. Donc chacune de ces interventions, ce sont à mon sens, et ce que j'ai connu de l'expérience de M. Proy et qui se prolonge aujourd'hui, chacune de ces interventions va se heurter à deux périodes. La première, c'est celle dont la sleeve gastrectomie sort à peine. Et l'enthousiasme de David qui est parti, maintenant il ne peut pas se défendre, mais l'enthousiasme reflète le même qu'il y a 10 ans pour les anneaux, c'est-à-dire on est sorti des complications aiguës, techniquement les choses sont maîtrisées, les patients dans l'immense majorité des cas quittent l'hôpital en forme, et donc on a l'impression qu'à 1 an, on a de très bons résultats. Mais il faut savoir que la perte de poids, par exemple de Weight Watchers, est excellente. Il est assez facile de faire maigrir à court terme des patients obèses, même si ce n'est pas toujours les plus sévères comme ceux que nous chargeons. Donc le point ici, c'est attention, ça ne suffit pas. Et le résultat au long cours, ce que j'ai appris des opérations que nous avons faites avec M. Proy, dont certaines que je ne pourrais même plus présenter, je dois finir le suivi de ces centaines de patients que j'ai opérés avec M. Proy de dérivation intestinale, et que je suis aujourd'hui pour certains traitant depuis 15 ans, et régulièrement, c'est que chaque opération va se heurter au long cours à 2 problèmes majeurs. Le premier concerne la reprise du poids. L'obésité est une maladie chronique. L'intervention se met sur son chemin comme elle peut, avec plus ou moins de bonheur, mais elle ne peut pas résoudre. Il y a un péché véniel. L'opération, on le sent bien, on le pressent bien. C'est pour ça qu'il y a ce dilemme et ce paradoxe. La chirurgie n'est pas le traitement d'un problème aussi complexe, génétique, environnemental, social même. Et donc, il est clair que l'opération aide, mais qu'elle ne va pas interrompre. C'est comme si elle souhaitait interrompre la vie ou l'âge qui avance. Et donc, il est clair que toutes les interventions se heurteront à une reprise de poids partielle, incomplète, mais c'est inexorable. Et il est vain, à mon avis, d'espérer qu'une intervention permette d'avoir 0 reprise de poids à 10 ans ou à 15 ans. Donc il faut, je pense, admettre ce résultat qui sera incomplet. Et quand on traite le cancer, on n'a pas non plus, il n'est pas nécessaire d'avoir une survie de 100% des malades à 20 ans, c'est pas possible. Et donc ça, c'est un premier point. Le second, ce sont les complications ou les dégâts collatéraux à long terme et insoupçonnés au départ parce qu'ils sont le reflet de phénomènes physiopathologiques non soupçonnés ou inconnus. Ces opérations ont été décrites par des gens qui ont imaginé bouger les tuyaux ou l'anatomie pour empêcher de manger. Mais ils n'ont pas tout à fait mesuré, ils ne connaissaient pas les conséquences beaucoup plus complexes, notamment hormonales ou plus indirectes. Alors prenons quelques exemples. Dans notre intervention, la dérivation intestinale, que certains d'entre vous ont connue ou pratiquée, on avait peur du foie, parce que certains avaient décrit des problèmes hépatiques dramatiques, des greffes hépatiques. Et bien 15 ans après, l'épée de Damoclès de cette opération, ce à quoi nous sommes confrontés chaque mois maintenant, ce sont les lithiases rénales. Je ne vais pas aller très loin, mais pour des raisons d'oxaliques, des lithiases oxaliques terribles, 2 greffés rénaux, 15 ans plus tard, chez 80 patients. Voilà typiquement quelque chose que nous n'avions pas soupçonné. Le gastric bypass, dont on vient de parler ici, c'est le sujet ici, c'est l'ostéoporose. Il est clair que manifestement, pour des raisons assez simples, de carence en vitamine D, ces patients vont être soumis à une carence en vitamine D au long cours et à une ostéoporose majeure. Elles ont 20 ans, 30 ans, elles vont vivre 30, 40, 50 ans. Et l'ostéoporose, qui est le problème majeur de la deuxième partie de la vie, notamment des femmes, en santé publique c'est majeur, va être extrêmement aggravée. Voilà des exemples parmi d'autres. Donc le deuxième point, c'est le long cours, c'est essentiel, et le long cours, c'est pas 3 ans, c'est pas 5 ans, c'est ici 15, 20 ans. Donc c'est quand même un point qu'on doit bien garder, qui doit nous donner pas mal d'humilité sur l'évaluation des résultats. Et enfin, gastric bypass, pour terminer, je rejoins bien la pondération de Jean-Luc, c'est-à-dire qu'en pratique, je pense qu'elle est bien compliquée, cette opération, mais forte de l'expérience, de l'histoire du temps qui a quand même démontré, qui a permis qu'elle se lisse dans sa technique, c'est quand même une côte mal taillée, pas si mal taillée que ça, et que l'une dans l'autre, s'il fallait en choisir qu'une seule parmi toutes les interventions, et dans le service, nous pratiquons les 3, cette intervention est probablement un des compromis les plus favorables au long cours. Moi, c'est ce que je crois aujourd'hui, mais l'avenir dira peut-être le contraire avec des interventions nouvelles. Mais je pense que pour la sleeve, il faut attendre avant de s'enthousiasmer de façon trop prématurée. Merci pour cette synthèse.
Donc, on ouvre la discussion pour 5 petites minutes parce qu'on a pris un tout petit peu de retard. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur ce sujet? Attendez, reviens là, Jean-Luc. Est-ce que tu as beaucoup insisté, Jean-Luc, sur le problème des super obèses en disant finalement les résultats ne sont pas très bons sur les super obèses. Est-ce que tu en viens à ne pas la réaliser chez les super obèses? Malgré tout, non. Chez les super obèses, on continue à faire des bypass, sauf si vraiment c'est trop difficile, et dans ce cas-là, on se rabat vers la sleeve quand c'est trop difficile, mais pour nous, c'est plutôt bypass d'emblée, et on fait des sleeves quand vraiment les patients souhaitent une sleeve, ou quand vraiment on pense que ça va être compliqué, parce qu'il y a des antécédents, on n'a pas envie de passer en sous-mésocolique, il y a des éventrations, enfin il y a des choses. Mais même chez les super obèses, nous ne faisons pas dans l'immédiat de diversion biliopancréatique parce que nos collègues médecins pensent qu'il y a trop de séquelles nutritionnelles et diététiques avec la diversion. Très bien. Des questions, oui. Monsieur Hippens. On voit tous les deux. J'ai une question quand même. On vient de revoir nos patients qu'on a traités par bypass il y a 9 et 10 ans. Et nous voyons deux choses. Nous voyons d'un côté que l'incidence des hypoglycémies symptomatologiques, ça s'élève à peu près à 50%. Nous voyons aussi que la rémission au diabète, qui était parfaite après 2-3 ans, se chiffre à 30% à peu près, après de nouveau 9 à 10 ans. Alors, que faire? Les commentaires, notamment cet échappement du diabète, qui est un point dont personne n'en a parlé. C'est d'ailleurs pour ça que dans notre RCP, moi je disais jusqu'ici, regardez, nous chirurgiens, on guérit le diabète, et les médecins qui sont à la RCP disent, tu ne guéris pas le diabète. Il est résolu, sans doute de façon temporaire, donc je suis tout à fait d'accord avec ça. Et sur le deuxième point, car vraiment je trouve moi avec le temps que c'est un vrai problème, c'est les troubles de la glycorégulation, les hypersécrétions d'insuline tardives 1 heure ou 2 heures, les patients font des malaises, font des hypoglycémies, et on a vraiment du mal à comprendre et à les traiter, y compris avec des règles hygiéno-diététiques. C'est un vrai problème. Je ne sais pas si, François, tu as des explications sur... c'est vraiment compliqué. Plus qu'on imaginait. Je n'ai pas l'explication, mais sur ce sujet précis, les hypoglycémies, donc c'est une espèce de dilemme entre le dumping syndrome et l'hypoglycémie organique. Je pense que nous aurions beaucoup à apprendre, à nous replonger dans les littératures des années 70, où le dumping syndrome a fait couler beaucoup d'encre chez les gastrectomisés. Et je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas une grande communauté physiopathologique entre le dumping syndrome des gastrectomisés et l'hypoglycémie, avec de nombreuses théories de régénération pancréatique qui me semblent encore bien peu étayées chez l'homme en tout cas. Donc moi, je serais assez prudent et je pense qu'on aurait très intérêt à revenir à des choses simples et d'apprendre du dumping syndrome que vous, gastrectomisants fréquents d'avant, vous aviez connu.